Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quel est le point commun des actions françaises que je n'achète jamais? Quel est le critère de tri que j'utilise? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, juste après le générique. Eh ben non, c'est pas vrai, il n'y a toujours pas de générique. Alors en fait, si vous êtes nouveau à la bourse, vous vous retrouvez un petit peu comme perdu au milieu d'un océan. Vous avez plein d'actions, des obligations, plein de divers produits financiers, et vous vous y retrouvez pas. Vous avez l'impression d'être noyé au milieu de l'océan dans une petite barque avec des petites rames. Eh ben moi, je vais vous donner un critère que j'utilise pour ne pas sélectionner certaines actions françaises. Donc pour m'en débarrasser, les trier, les mettre de côté et être sûr de ne pas les sélectionner. Alors, quel est ce critère? Eh bien, en fait, c'est le fait de savoir si l'État français intervient dans la gestion de l'entreprise. Soit parce qu'il est actionnaire, soit parce qu'il est au conseil d'administration. C'est-à-dire, c'est les deux critères qui font que moi, je retiens pour ne pas retenir une action. Je vais donc vous expliquer pourquoi j'utilise ce critère. Je vais ensuite vous parler de deux actions qui sont en difficulté actuellement et qui donc correspondent à ce critère. Et enfin, en dernier, je vous parlerai d'un fleuron français qui a été géré par l'État français et qui a coulé. Alors bien sûr, au début, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire que c'est plutôt positif que l'État français soit présent car il apporte en fait son expertise ou de l'argent pour soutenir l'entreprise. Donc on pourrait penser que c'est plutôt une bonne chose. Cependant, il faut bien comprendre que l'État est un mauvais gestionnaire d'une manière générale, en tout cas l'État français, et que comme pour moi et pour beaucoup d'autres, la présence de l'État dans une entreprise, c'est quelque chose de rédhibitoire. Donc je vais vous l'expliquer parce que je pense que vous voulez des arguments. Très bien, je vais vous les donner. D'abord, on peut regarder la dévaluation de la France au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années, la France perd des points au classement PISA. Donc c'est un classement dans les pays de l'OCDE. Et la France perd d'année en année des points dans ce classement. Donc on peut voir que l'éducation nationale est mal gérée et que en fait, l'État gère mal l'éducation nationale puisqu'on a des résultats qui sont décevants à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la santé, c'est-à-dire que personne en ce moment, je pense, ne peut admettre que le système de soins en France fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on a toujours des grèves, les soignants sont mécontents, on a des exemples concrets régulièrement de problèmes de gestion des hôpitaux. On a eu par exemple aussi la gestion de la crise Covid qui a été, à mon sens, désastreuse. Donc, on a un autre exemple de chose qui est gérée par l'État, c'est-à-dire le système de soins, et qui est mal géré. On a aussi, par exemple, la justice, c'est-à-dire que la justice, pareil, on peut le voir de manière très simple que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que les tribunaux sont engorgés, la réponse pénale n'est pas adaptée, donc c'est pareil. C'est encore un autre exemple, à mon sens, de quelque chose qui est géré par l'État français et qui ne fonctionne pas, la justice. Donc on peut aussi parler maintenant de la dette de la France qui ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire que la dette de la France va arriver, ou est arrivée, on est dans les eaux là, à 3 000 milliards d'euros de dette. Donc c'est quelque chose qui est considérable, on est un pays qui est très endetté, donc on peut voir très bien que en fait la France ne sait pas gérer son budget, parce que sinon on n'aurait pas autant de dettes. C'est un énorme poste de dépenses. Les intérêts de la dette, ça va être quelque chose de phénoménal, c'est quelque chose qu'on va payer longtemps. Il y a aussi l'exemple de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui voulait mettre à genoux la Russie au début du conflit donc avec l'Ukraine. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien la Russie s'en sort très bien. Je pense qu'elle doit bien rigoler de nos menaces économiques parce que la Russie en fait a fait commerce avec d'autres pays, comme l'Inde par exemple, pour vendre le pétrole. Et donc la Russie s'en sort très bien. Elle a de la croissance, elle va très bien. Alors que nous, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas penser que Bruno Le Maire était sérieux, ou en tout cas que les menaces qu'il a mis au point contre la Russie aient été efficaces. Donc, on a encore un exemple de mauvaise gestion
ou de mauvaises décisions faites par l'État. Il y a plein d'autres exemples, mais c'est déjà des exemples qui sont parlants. Un autre argument aussi que je trouve qui est parlant, c'est le fait qu'il n'y a aucun cap dans la politique de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que l'État des fois prend des décisions et ensuite change, prend une toute autre décision qui va à l'encontre de celle-là, et pour ensuite revenir en arrière et continuer. Alors c'est pareil, j'ai des exemples. On a par exemple l'éducation nationale, c'est-à-dire que on avait à un moment Pape Ndiaye, qui donc faisait une politique de gauche, qui était donc pas appréciée, la politique. Donc Pape Ndiaye a été remercié, il est parti. Ensuite, comme les gens voulaient plus de sévérité dans l'éducation nationale, le gouvernement a mis Gabriel Attal. Donc Gabriel Attal, lui, il a mis un coup de barre à droite. Donc on a vu avec l'abaya, la gestion de l'abaya, les élèves qui étaient auteurs de harcèlement, qui ont été arrêtés par des policiers directement à l'intérieur des classes. Donc on voit clairement le virage à droite. Et ensuite, après Gabriel Attal, on a maintenant Madame Belloubet, qui, elle, est clairement à gauche. Donc on a d'un côté Pape Ndiaye à gauche, Gabriel Attal à droite, et de nouveau maintenant Nicole Belloubet à gauche. Tout ça en un an, ou même en moins d'un an si on regarde vraiment. Donc on ne peut pas comprendre comment on peut avoir une politique claire avec un cap qui présente une cohérence. C'est pareil avec la politique nucléaire. C'est-à-dire que faut comprendre qu'en fait, en France, on n'a pas d'énergie fossile ou de ressources naturelles importantes. C'est-à-dire que avec la crise énergétique qu'il y a eu dans les années 70, avec le pétrole et tout ça, la France s'est réveillée et a compris qu'il y avait un problème, et donc elle a misé sa politique sur le développement du nucléaire, l'électrique. Donc c'est ce qui a été lancé, un vaste programme nucléaire, pour qu'on ait une indépendance énergétique avec le nucléaire. Donc ça a fonctionné pendant très longtemps. Pendant très longtemps, on a une électricité abondante, pas chère, tellement abondante qu'on exportait. Donc tout ça, c'était très bien. Par contre, ensuite, avec Hollande, ce qui s'est passé, c'est que Hollande, en fait, en faisant un pacte avec les Verts, a sacrifié cette politique nucléaire, devait donc supprimer cette politique nucléaire, et il a pris la décision de fermer Fessenheim. Donc ensuite, quand Fessenheim a été fermé, on a pu le voir par exemple l'année dernière, l'hiver dernier, on voyait des pubs à la télé où on nous disait qu'il fallait faire attention, qu'il fallait réduire, consommer moins, sous peine d'avoir des coupures d'électricité. Donc c'était quelque chose dont on parlait. Donc à un moment, on a décidé de faire une politique nucléaire qui a marché, on était excédentaire en nucléaire, en électricité, on exportait de l'électricité, même en hiver, on avait une électricité peu chère. Ensuite, on a décidé de s'aborder le nucléaire, et donc on a eu des problèmes d'électricité, d'avoir une électricité maintenant très chère et peu abondante, enfin moins abondante qu'avant, et maintenant, on veut aussi, alors depuis quelque temps, miser notre déplacement sur le véhicule électrique. Alors c'est pareil, comment on peut faire pour recharger des millions de voitures électriques si on n'a pas une énergie nucléaire? Donc c'est complètement fou de penser tout ça. Moi en tout cas c'est ce que je pense. On ne peut pas développer le nucléaire, sacrifier le nucléaire, et une fois qu'on a sacrifié le nucléaire, se dire il faut maintenant tout miser sur le véhicule électrique. Là je pense qu'il y a un énorme problème de cohérence. Je ne suis pas le seul à le penser. Et donc on peut voir que c'est quelque chose qui n'est pas du tout cohérent. Pareil, manque de cap. Il y a aussi un autre élément, c'est par exemple le PIB par habitant. Alors ça, je l'avais entendu dans une vidéo, dans une autre vidéo, qu'avant, le PIB par habitant de la France était le même qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est dans les années 80. Mais que maintenant, notre PIB à nous a baissé, et en tout cas, n'a pas augmenté autant que celui des États-Unis, et donc, notre PIB aujourd'hui, par habitant, est bien inférieur à celui des États-Unis. Alors, je suis allé vérifier sur Internet et j'ai trouvé la confirmation, j'ai trouvé un écrit là-dessus. Alors, je ne sais plus sur quel site j'ai trouvé, en tout cas, je vous le partage, ce que j'ai trouvé. Donc, je cite exactement l'article. La France est absente du top 20 mondial en termes de PIB par habitant,
alors que son PIB la place au 7e rang mondial, des nations les plus riches. Le FMI classe donc la France à la 25e place, donc en 2023, avec un PIB par habitant de 44 408 $ en 2023. La position de la France dans le classement mondial du PIB par habitant a relativement reculé au cours des 4 dernières décennies. Alors qu'elle se place à la 13e place en 1980, surpassant même les États-Unis, donc on était au-dessus des États-Unis en PIB par habitant, la France a chuté à la 19e place en 2005, pour finalement atterrir à la 24e position en 2022. Et en 2023, on a encore décliné, on est passé à la 25e place. Cette dégringolade témoigne d'un déclassement économique du pays sur une période de 40 ans. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est que j'ai retrouvé sur Internet et c'est ce que j'avais déjà entendu dans d'autres vidéos. Voilà, donc je pense que vous avez compris ce que je veux dire et mon point de vue à ce sujet. On peut donc très bien comprendre que l'État ne sait pas gérer et donc moi je pense que c'est un problème au niveau des entreprises. Bon, si vous n'êtes toujours pas convaincu et que vous vous dites que ça ne peut pas impacter une entreprise, je vais vous démontrer le contraire, parce que j'ai trouvé des exemples d'entreprises gérées par l'État qui ont soit coulé ou soit qui sont en difficulté. Alors, je vais garder une entreprise qui a coulé pour la fin, comme ça je vais garder un peu de suspense, et je vais commencer par 2 entreprises qui sont en difficulté actuellement. Alors, une qui est très connue, c'est Alstom. Donc Alstom, au départ, c'était un fleuron de notre industrie nucléaire. C'était donc une très bonne entreprise. Cependant, Alstom a été vendu, enfin une partie de Alstom a été vendue aux Américains. Et donc, Alstom aujourd'hui ne fait plus que des trains. Et on peut donc voir qu'en 2020, l'action Alstom cotait entre 45 et 49 € et que l'action d'Alstom, aujourd'hui, cotait entre 11 et 12 €. Donc on peut voir que en 4 ans, l'action a été divisée par presque 4. Donc voilà un exemple concret d'entreprise gérée par l'État français qui a été mal gérée parce qu'on s'est séparé d'un atout qu'on avait, c'était le nucléaire. Et du coup, l'action, ça s'est ressenti. Il y a maintenant un problème avec Alstom. Si vous n'êtes pas convaincu, il y a aussi une autre entreprise, il y en a beaucoup d'autres, mais celle-là, je l'avais aussi en tête aussi, c'est l'entreprise Atos. Alors Atos, c'est une grosse entreprise qui fait des services numériques, qui appartient à l'État, et qui a dégringolé pareil à la bourse. En 2014, Atos cotait 55 €. L'action est ensuite montée à peu près 101 € en 2017-2018. Donc on voyait qu'il y avait une ascension, que donc Atos se portait bien. Cependant, il y a eu une mauvaise gestion de la part d'Atos, donc de sa gouvernance, de l'État qui prend parti dans Atos. Et aujourd'hui, Atos, l'action cote 2,17 €. Voilà. Donc vous avez une action qui est passée de 100 € en 2017-2018 à 2 € aujourd'hui. Donc en 6-7 ans, Atos, le prix de l'action Atos a été divisé par 50. Donc voilà, je pense que ceux qui avaient des actions Atos à 100 € en 2018 sont contents d'en avoir aujourd'hui des actions qui valent 2 €. Donc Atos n'a toujours pas coulé, c'est juste que les actions ont dégringolé, que maintenant l'entreprise ne vaut plus grand-chose par rapport à ce qu'elle valait avant. Mais j'ai encore mieux, j'ai par exemple un exemple d'entreprise qui était gérée par l'État français, un fleuron, et qui a coulé. Alors vous connaissez peut-être le nom de cette entreprise, c'est l'entreprise Areva. Donc Areva, c'était aussi un fleuron un fleuron français du nucléaire. C'était par exemple l'entreprise qui devait développer un EPR dans un pays du Nord. Je ne sais plus si c'est la Finlande, la Norvège ou la Suède, mais un de ces 3 pays. Et voilà, donc Areva a été très mal géré. Je ferai peut-être une vidéo sur Areva plus tard pour expliquer tout ça.
Donc Areva a été très mal géré et Areva a coulé et Areva n'existe plus. Donc j'ai pas pu retrouver de cours de bourse. Je crois que ça a été définitivement clôturé en 2017. Mais donc voilà, vous aviez un fleuron français dans le nucléaire, donc quelque chose où on était très fort dans les années 2000, qui a coulé. Donc c'est quand même incroyable de voir ça, et donc c'est encore un argument, moi je pense, qui permet de bien comprendre que si l'État français intervient dans une entreprise, eh ben ça peut être un mauvais signe. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Alors cet argument-là, ce détail-là, je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas trouvé tout seul, hein. Moi je ne suis pas économiste, je démarre à la bourse. Par contre, ce constat avait été fait par un grand économiste que je suis, pareil sur Internet et puis sur divers réseaux sociaux, c'est Monsieur Charles Gave, qui lui avait expliqué que dans son portefeuille boursier, eh ben, il se contentait de sélectionner des bonnes entreprises et des entreprises dans lesquelles l'État français n'intervenait pas. Donc eh ben, j'en ai pris de la graine, je me suis dit que c'était pas bête. J'ai du coup cherché moi-même, donc je vous livre là mon analyse pour que vous compreniez exactement les arguments que j'ai trouvés qui permettent d'étayer ce que Charles Gave expliquait. Et donc moi, tout mon PEA, il n'y a aucune action, je l'ai expliqué avant, hein, mon PEA, j'ai déjà fait une vidéo pour l'expliquer, dans laquelle l'État français intervient. Si demain l'État français intervient dans une des entreprises que j'ai en portefeuille, eh ben je m'en séparerai. Même si elle va bien pendant longtemps, j'ai pas envie qu'à un moment, l'État français gère mal l'entreprise dans laquelle je suis investi et qu'ensuite l'entreprise plonge et coule et que je perde de l'argent. Voilà, donc ça c'était un critère, moi, que j'utilise pour en fait ne pas sélectionner, on va dire, certaines actions. Donc faire le tri et du coup dégrossir déjà. Et ensuite, je regarde ce qui reste et j'ai déjà des entreprises en portefeuille ou en watchlist que je regarde. Mais celles-là, déjà, je les élimine tout de suite. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme toujours, eh ben, vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner, ça serait sympa, comme ça m'encourage dans mon travail. Et du coup, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!